Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Moi c'est Sadek Kamal Mohammar, je suis le promoteur de Scorpion. Donc Scorpion c'est une boîte spécialisée dans les activités informatiques, les activités numériques. Donc aujourd'hui on est là dans cette vidéo pour un peu parler d'un thème très important dans ce qui concerne c'est-à-dire l'entrepreneuriat ici au Niger plus précisément. Donc nous vivons dans un monde où la jeunesse rencontre beaucoup de problèmes lorsqu'elle se lance dans l'entrepreneuriat et c'est ce que nous allons essayer d'illustrer ici, d'apporter certaines informations qui pourront aider les jeunes à éviter certaines pièges dans ce monde-là. Donc actuellement je suis avec un collègue qui va ensemble, on va essayer d'échanger avec lui et qui va nous expliquer un peu plus, c'est-à-dire les différents concepts, ce qu'il faut savoir pour éviter les différents pièges dans le monde entrepreneur. Parce qu'on est là pour parler vraiment du fait de connaître ses droits lorsqu'on décide d'entreprendre. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Après on va commencer à échanger. Donc vas-y, tu peux te présenter. D'accord, merci bien et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente Ali Atarak Mohamed, je suis masterant en droit des affaires, également président de l'association internationale des étudiants juristes branche du Niger. Alors aujourd'hui, j'ai été sollicité par mon camarade de classe, Mohamed Sadek. On a fait la troisième ensemble, c'est très important de le souligner, c'est pas aujourd'hui qu'on est là. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'entrepreneuriat des jeunes ici au Niger. Qu'est-ce qu'il faut savoir, sur quelle base partir, sur quelle base une entreprise ou bien un commerçant doit se fonder pour qu'il puisse avoir du succès, en tout cas sur le plan juridique. Je vous remercie. Nous allons passer à la discussion du thème, comme on l'avait dit. Moi, je prends un exemple. Donc, on va prendre vraiment des cas concrets, okay, qui vont nous permettre de mieux illustrer, de mieux transmettre les informations pour que les gens puissent comprendre mieux dans quoi vraiment on rentre lorsqu'on décide d'entreprendre. Aujourd'hui, moi, ce que je remarque, ça fait aujourd'hui, on est en 2025, c'est ma 6e année dans le monde entrepreneurial. Okay? Et je crois que c'est largement suffisant pour que je puisse transmettre certaines informations avec toi bien évidemment pour que les jeunes puissent éviter tous ces différents pièges-là. Et on remarque aujourd'hui, c'est le système qui dit ok, il faut que la jeunesse entreprenne, il faut que la jeunesse fasse ceci, il faut que la jeunesse fasse cela. Mais on remarque au fait, la chose la plus importante, c'est qu'on laisse les jeunes, c'est-à-dire rentrer dans ce monde-là entrepreneurial sans qu'ils connaissent leurs droits. Aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai été victime de ça parce que lorsque j'ai décidé d'entreprendre, je me suis lancé juste comme ça, sans connaître mes droits, sans connaître vraiment dans quoi je m'engage, quelles précautions je dois prendre. Mais malheureusement, c'est avec le temps que j'ai compris qu'il est très important de connaître ses droits avant de se lancer. Et c'est de cela qu'on va parler ce soir avec toi. Donc tu vas essayer de nous expliquer. Maintenant, quand je prends un cas concret sur le concept sur lequel on va plus détailler, c'est ce côté-là lorsqu'un jeune commence à faire des affaires avec des entreprises ou bien avec des gens particuliers. On va même juste se baser sur vraiment des particuliers avant d'attendre lorsqu'il commence à avoir des partenaires ou bien autres. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune se décide d'entreprendre, malheureusement, il ne cherche pas à savoir quels sont ses droits ou bien qu'est-ce qu'il doit éviter ou bien qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il puisse mieux gérer ses affaires. Maintenant, il se lance comme ça, tête bas, il part, il fait ses affaires et après il se trouve à être escroqué. Malheureusement, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en quelques temps, quelques années ou bien quelques mois, ces entreprises-là ferment parce qu'ils n'ont pas pu gérer, c'est-à-dire leurs affaires et tout ça parce qu'ils traitent avec des gens que malheureusement ils font faillite. Donc du coup maintenant je vais te donner la parole pour que tu puisses mieux nous dire ton avis sur qu'est-ce qui peut amener par exemple un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat et que malheureusement il se trouve toujours il est là du fait qu'on l'escroque, du fait qu'il traite avec des gens dont il ne peut pas parler, il ne peut pas réclamer, c'est-à-dire les fruits de son travail, on l'escroque et malheureusement ça part faillite et ça tue un business. Donc du coup maintenant selon toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de problème actuellement? Alors il faut savoir que ce genre de problème c'est surtout le problème le plus courant parce que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant s'assurer qu'ils aient une base légale. Qu'est-ce que j'appelle une base légale? Ne serait-ce que d'être enregistré.
pour avoir le statut de commerçant ou d'entrepreneur. Parce que ces deux termes aussi prêtent à confusion. Il y a des gens, vous allez les voir, ils vont vous dire qu'ils sont entrepreneurs alors que c'est juste des commerçants. Certes, il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux termes, mais l'un est plus vaste que l'autre. Parce que lui, le commerçant, c'est tout simplement quelqu'un qui fait des actes de commerce et sa profession, la pratique des actes de commerce, sa profession habituelle. Donc cela veut dire que lui, c'est juste, il achète des biens et puis il les revend, tout simplement. Lui, c'est un commerçant. Alors que quand on dit un entrepreneur, l'entrepreneuriat peut comprendre plusieurs aspects. Par exemple, l'artisanat, la prestation des services, et même le commerçant peut être pris comme étant un entrepreneur, mais le statut diffère. Donc là, c'est le premier point sur lequel les jeunes doivent d'abord faire une distinction. Maintenant, ensuite, c'est quoi le souci? Les jeunes ne s'enregistrent pas. Aujourd'hui, je me rappelle très bien, il y a de cela quelques mois, tu m'as contacté pour me demander comment faire pour avoir un RCCM, un livre et consorts. Oui, alors que c'est des préliminaires dans l'entrepreneuriat. C'est une base que tu dois avoir pour que ton entreprise soit solide, si on peut le dire comme ça. Parce que sans le RCCM, qui est le registre de commerce et du crédit immobilier, tu n'es même pas enregistré, tu n'as même pas un statut. À plus forte raison, prévaloir à certains droits. Je ne sais pas si on se comprend. Le registre de commerce et du crédit immobilier, c'est le premier aspect pour qu'une entreprise soit, ou bien pour qu'un individu ait le statut d'entrepreneur ou bien de commerçant. Parce que là, il y a trois types d'entrepreneurs. Il peut y avoir un entrepreneur individuel. Cela veut dire que c'est la personne elle-même qui est engagée. Il y a ce qu'on appelle le commerçant. Ça, j'ai eu à l'expliquer déjà. Ça aussi, ça concerne notre propre personne. Et il y a ceux qui décident de se lancer dans la société. Et là, c'est encore un peu plus vaste. Parce que pour avoir une société, avant même de prétendre à un RCCM, il faut d'abord avoir des statuts. C'est avec le statut on va déposer, on va présenter l'entreprise. Maintenant, on va demander un enregistrement. Maintenant, lorsqu'on est enregistré, c'est quoi le deuxième point le plus important qui mène même les gens à la faillite? C'est les obligations fiscales. Les gens essayent d'éviter les impôts. Alors qu'au lieu d'essayer d'éviter ces impôts-là, cherchez à mieux les comprendre. Une fois que vous les aurez comprises, je vous assure, c'est tout à fait facile de pouvoir recadrer votre activité. Il y a ce qu'on appelle le NIF, le numéro d'identification fiscale. Le numéro d'identification fiscale, cela vous permet d'être enregistré aux impôts. Maintenant, là, déjà, vous avez une base légale. Donc, les services des impôts ne peuvent pas vous imposer des sommes exorbitantes comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, mis à part ces deux points qui sont les points les plus importants, il y a aussi les obligations financières et comptables. Il faut tenir une comptabilité et une finance vraiment stable, avoir des registres. Et au bout lorsque l'année lorsqu'on est en fin d'année, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a fait durant toute cette année-là pour pouvoir aussi nous régulariser sur nos impôts et sur nous-mêmes. Ça a même une influence sur notre entreprise. Voilà comment est-ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, voilà comment on est. En début d'année 2025, voilà ce que j'avais. Et en début d'année 2026, voilà ce que j'ai. Ça va nous permettre d'être plus stable. Donc là, c'est en quelque sorte les différentes obligations sur lesquelles un entrepreneur doit au moins s'assurer qu'un entrepreneur doit s'assurer qu'il les ait avant de se lancer dans l'entrepreneuriat proprement dit. Ok, d'accord, merci pour ton explication. Maintenant, moi, ma question, c'est quoi? Maintenant, tu as parlé il faut que vraiment la personne, avant de se lancer, le simple fait d'être, la chose la plus importante, c'est d'être formel, si je ne me trompe pas. Exactement. Ok. Maintenant, par exemple, en tant que jeune, je viens de finir mon bac ou bien je suis en année universitaire, et que malheureusement, en fait, je n'ai pas les moyens d'être formel. Maintenant, le cas le plus concret, par exemple, moi, je peux donner mon cas. Au début, lorsque je me suis lancé, avant même, c'est tout récemment que j'ai eu c'est-à-dire mon NIF, mon RCCM, donc c'est tout récent. Mais avant cela, j'arrive à être en affaire avec des gens, ok,
qui malheureusement, en fait, je suis, comme tu l'as dit dès le début, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Ok, il y a ceux qui vraiment, c'est un entrepreneur particulier, c'est-à-dire il est là juste en freelance, lui seul. Donc tout ce qu'il cherche à faire, c'est juste vendre et gagner. Donc là, c'est comme tu dis, c'est comme un commerçant. Maintenant, par exemple, pour ce genre-là, que lui, pour un début, il commence pas, il pense pas à ce genre de choses-là. Parce que quand tu débutes de l'entrepreneuriat, tu connais pas ce que c'est que même un NIF, tu connais pas c'est quoi un RCCM ou bien te faire enregistrer. Exactement. Mais malheureusement, tu vas te lancer dans des affaires, tes affaires peuvent bien marcher. Ok, tu commences à faire des affaires et que tu viens par exemple avec un partenaire et que vous commencez à avoir des soucis. Tu vois un peu, parce que moi c'est sur ce point là je veux qu'on discute plus et on voit un peu, j'ai pas mal de questions à te poser, donc tu vas essayer de nous répondre là-dessus également. Donc mais avant d'atteindre là-bas, c'est que je prends cet exemple pour quelqu'un un jeune qui débute et que franchement il se met pas de la tête, d'abord il faut que j'ai un NIF, il faut que j'ai ça pour me protéger. Tout ce qu'il a de la tête, c'est de faire des affaires avec cette personne. Et que malheureusement, à la fin de leur affaire, il se trouve, c'est-à-dire escroqué ou bien mis sur le banc. La question, je me rappelle bien une fois, là, je t'ai posé une question sur les affaires. Là. J'avais un souci avec un partenaire, mais malheureusement, moi, je suis pas quelqu'un de formel. Ok, je suis en affaire j'étais plutôt en affaire avec quelqu'un. Maintenant, on a fini, c'est-à-dire j'ai fini mon boulot, j'ai tout fait. Maintenant, pour ce côté paiement, ça devient un problème, tu vois un peu. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas formel, ok, et que dès le début, avant de signer, c'est-à-dire un contrat avec quelqu'un ou bien de se lancer dans les affaires avec quelqu'un, ok, que lui, il est là juste pour un simple particulier, pour qu'il puisse sécuriser son argent à la fin des travaux. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Quelles précautions doit-il prendre pour qu'il sache que, en fait, peu importe ce qui va se passer, lui, il a fait son travail, tout ce qu'il reste, c'est vraiment au fait qu'on paye son argent ou bien que chaque partie puisse, c'est-à-dire honorer, c'est-à-dire ses engagements. Qu'est-ce que tu lui conseilles ici? Parce que il peut être on va même pas aller plus loin, on va pas prendre l'exemple d'une ONG parce qu'une ONG ne va même pas traiter avec toi tant que tu n'es pas formel. Mais je suis juste un simple commerçant, je prends un simple commerçant ou bien un entrepreneur freelance qui vient, tu as un boulot pour moi, ok, je suis d'accord, je te donne c'est-à-dire mes devis autres. Maintenant, avant de se lancer, la dernière fois tu me disais il y a un papier que je dois, un contrat c'est-à-dire du fait que chacun va honorer son engagement, il est écrit, j'écris, je signe et après on va amener ça à un huissier pour qu'il puisse mettre son cachet. Parce que c'était l'explication que tu m'avais donnée pour que vraiment qu'on puisse sécuriser notre business, c'est-à-dire qu'on puisse sécuriser l'affaire là qu'on vient de signer avec cette personne et qu'à la fin chacun va honorer ses contrats. Donc si tu peux un peu plus nous détailler sur ce point-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Et tout d'abord, ça serait vous mentir de vous dire qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans pour autant avoir connaissance de ces bases-là, les bases dont j'ai eu à vous parler. Okay. La première des choses, c'est quoi? Je le dis à chaque fois, la jeunesse doit sortir vraiment de cette prison-là, le fait de vouloir toujours commencer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'extase du début. On veut vite commencer et puis voilà, on se lance directement. Exactement. Et c'est ce qui fait notre faillite en fait. On veut se lancer dans une activité. La première des choses à faire, d'abord, on doit se renseigner sur cette activité. Et je vous assure, aujourd'hui, vous tapez sur le net comment devenir un commerçant ou bien comment être un bon commerçant. Même, par exemple, je me prononce sur les termes, par exemple, d'un bachelier ou bien même quelqu'un qui n'a pas le niveau bac ou bien même quelqu'un qui est illettré. Je peux aussi, bon, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça on le dit, okay. Quelqu'un qui est illettré, qui n'est pas parti à l'école. S'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le commerce et consorts, la première des choses à faire, approche-toi de quelqu'un qui connaît. Okay. Si la personne là ne connaît pas, demande-lui s'il connaît quelqu'un qui connaît. Tout compte fait, vous allez vous entendre jusqu'à ce que tu puisses avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Et maintenant, tu le demandes. Tel, qu'est-ce que je dois faire pour que mon activité marche? Parce qu'on doit éviter cette extase du début là. Parce que tant qu'on n'arrive pas à éviter cela, c'est un énorme problème. On ne va jamais pouvoir arriver parce que cette extase là va finir par s'éteindre et là, on sera pris au piège. Donc la première des choses, ne soyons pas pressés. Lorsqu'on a un projet, on veut se lancer dans un truc, la première des choses à faire,
faites des recherches sur le thème ou bien sur la profession sur laquelle vous voulez vous lancer. Faites des recherches. Lorsque vous allez faire vos recherches, vous allez tomber sûrement sur ces papiers-là. Et là, qu'est-ce qu'on conseille la plupart du temps? Essayez de voir les juristes. Essayez d'avoir un juriste. Mais nous, les Nigériens, on a cette mentalité-là d'avoir le monopole du savoir sur toute chose. On dit, bon, on n'a pas besoin d'un juriste, nous-mêmes, on peut s'assurer tout ça là. Mais même si on aimerait s'assurer de toutes ces choses-là, la première des choses à faire, faites vos recherches. Lorsque vous allez faire vos recherches, vous allez avoir ces bases-là. Ne serait-ce qu'avoir un RCCM et un NIF. Les deux sont très importants. Lorsque vous avez ces deux choses-là, je vous assure, le reste va venir tout seul. Parce que c'est avec ces deux-là que vous allez pouvoir vous sécuriser et sécuriser votre affaire en tant que telle. Maintenant, la deuxième question, si je ne me trompe, c'est concernant le contrat entre les particuliers. Ça aussi, c'est vraiment un thème, ou bien, bon, je ne dirais pas un thème, mais c'est un aspect sur lequel les jeunes se font tromper de nos jours. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir une grande entreprise venir ils vont appeler un jeune pour lui demander de leur faire certains travaux. Mais c'est parce qu'ils savent que ce jeune-là n'est pas enregistré. Ou bien ce jeune-là, lui, dès qu'on l'appelle, dès qu'on lui propose de l'argent, lui, il ne voit que cet argent-là, il va se lancer directement. Alors que cela, c'est un réel piège. La première des choses à faire, quand il y a un acte que tu veux faire avec quelqu'un, un contrat que tu veux signer avec quelqu'un, ne le fais pas verbalement. Le contrat verbal tient au niveau de la justice, mais c'est très important de mettre ça sur écrit. Pourquoi? Parce que l'écrit a plus de valeur que l'oral. Parce qu'aujourd'hui, si c'est uniquement entre nous deux, aujourd'hui on est venu, on a conclu un contrat entre nous deux, personne n'est au courant. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Et moi je dis j'ai conclu un contrat avec toi. Maintenant, c'est quoi la preuve? Alors que toi tu dis même que toi tu ne m'as même jamais rencontré. Comment je peux faire pour prouver qu'on s'est vu? C'est l'écrit là. C'est l'écrit là, l'écrit est très important. Venez juste, prenez un papier, écrivez les obligations que moi je dois faire en tant qu'entrepreneur, ainsi que les obligations que la partie qui reçoit doit aussi faire. Si c'est à la fin, quelles sont les modalités de paiement et tout ça là. Est-ce qu'on voit un peu? Là, ça va vraiment nous permettre d'avoir une certaine garantie parce qu'il y a l'écrit. Si c'est par échéance, on sera payé. Par exemple, on va dire, moi mon obligation c'est de vous livrer tel bien. Maintenant, lorsque je veux vous livrer tel bien, par exemple, je prends votre cas pour les caméras. Vous faites l'installation des caméras si je ne me trompe pas. Je viens, je vous appelle, je vous dis, venez m'installer des caméras et consorts. Maintenant, lorsqu'on va rédiger le contrat, je vais peut-être dire, lorsque vous allez amener les caméras, je vais vous donner 50% de la somme. Ou bien avant d'amener les caméras, je vais vous remettre 50% de la somme. Maintenant, lorsque vous allez amener les caméras, je vous remets 25%. Lorsque vous allez finir de les installer, je vous remets les 25%. Mais il faut toujours mettre ça sur écrit. Lorsque c'est sur écrit, il y a plus de clarté. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Moi aussi, je sais quoi faire pour avoir mon argent et tout ça. Là, je sais aussi comment je vais être payé. Ou bien on me dit, fais ce travail, à la fin, on te paye. D'accord, mettez-moi ça sur écrit. C'est sur écrit. Je viens, j'amène ce que j'ai à amener, j'installe ce que j'ai à installer. À la fin, vous allez me payer mon argent. Maintenant, lorsque la partie là refuse de s'honorer, il y a le contrat là qui est là. Et il y a la justice aussi qui est là. On peut automatiquement saisir la justice sur ce point-là. Donc voilà un peu. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est exactement moi ce que je vois. Parce que, comme tu l'as dit, il faut chercher à s'informer d'abord. Et aujourd'hui, là où je suis à mon niveau, si je veux un jeune à côté de moi qui veut vraiment se lancer, le conseil que j'aimerais lui donner, c'est exactement de chercher, comme il a précisé, vraiment le NIF, le SSM, de se faire enregistrer. Parce que là, au moins, c'est une protection. C'est déjà une première protection pour lui et pour son business. Et encore, pour le deuxième point, c'est aussi, c'est-à-dire, comme il l'a dit exactement, lorsque c'est en tant que particulier, on fait certaines choses avec des personnes qu'on rencontre pour la première fois,
il est primordial et très important, c'est-à-dire de mettre vraiment l'activité ou bien le business qui nous lie avec la personne à l'écrit. Ça au moins également aussi, ça nous protège et c'est déjà un avantage. Et malheureusement, c'est des choses qui ne se font pas. Donc du coup, parce que les gens sont, c'est-à-dire excités, disons, de faire le boulot et d'avoir de l'argent, alors que l'humain il est complexe. Donc du coup, on ne peut pas savoir, on ne peut pas maîtriser les choses qui peuvent venir dans le futur. Donc mieux vaut protéger son affaire lorsqu'on veut débuter vraiment dans ce genre de choses. Donc là voilà cette question et plutôt cette partie. Maintenant on va passer à la partie des questions. J'ai disons 4 questions comme ça à te proposer. Et tu vas essayer de nous illustrer ça, Inch'Allah. Donc la première question, c'est vraiment pour toi, quelles sont les principales obligations légales à respecter lorsqu'on crée une entreprise au Niger? Déjà, je crois que ça, il a fait une petite introduction, mais elle va essayer de nous faire un résumé bref de la première question pour qu'on puisse mieux avancer. Donc je crois que tu peux... D'accord, il n'y a pas de souci. Comme on a eu déjà évoqué le sujet, je ne vais pas aussi vous perdre votre temps à revenir sur ça. Je vais être très bref. D'abord, on a parlé lorsque c'est une personne particulière ou bien lorsque c'est une société. Lorsque c'est une société, la société va mettre en place son statut, faire une demande d'inscription au registre de commerce et du crédit immobilier, le RCCM qu'on a eu à évoquer. Donc là, et lorsque c'est une personne physique, qui aimerait vraiment à ce qu'il puisse commencer à exercer, il va directement chercher à s'inscrire au registre de commerce et du crédit immobilier. L'inscription se fait au niveau de la chambre de commerce. Et la chambre de commerce qui est tout juste à côté ici. Et maintenant, le deuxième point, c'est le NIF, le numéro d'identification fiscale. Comme son nom l'indique, là, c'est au niveau des services des impôts. Et maintenant, la troisième obligation, j'ai eu à le dire, c'est l'obligation comptable et financière. Et là, ça nous concerne dans notre personne et dans notre entreprise. On doit vraiment avoir un registre dans lequel on tient notre comptabilité. On doit avoir des reçus, des justificatifs et tout ça là, parce qu'il y a aussi un délai pour garder tous les papiers. Tous les papiers qu'on a à notre possession, il y a un temps où on doit les garder. Peut-être il y en a qui vont dire minimum 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça dépendra. Mais en tout cas, gardez vos papiers, ne serait-ce que pour quelques années. Essayez d'avoir des archives. Aujourd'hui, les téléphones, la technologie a tout arrangé. Vous avez votre reçu, essayez de le scanner et puis de le mettre quelque part dans votre ordinateur. Ça peut aussi vous servir de garantie. Tout ça, là, ce sont des obligations qui concernent les obligations comptables et financières. Maintenant, enfin, il y a le respect du droit de travail. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là à ne pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur. Peut-être toi, dans ton entreprise, tu as une entreprise. Je prends un exemple, le cas du Scorpion. C'est une entreprise, personne morale, qui est distincte de toi, ta personne. Okay. C'est une société qui est là, Scorpion. C'est une société qui est distincte de ta personne. Aujourd'hui, lorsque tu aimerais travailler, forcément il y aura des points sur lesquels tu vas engager certaines personnes. Et là, il y a ce qu'on appelle le respect du droit du travail. Là aussi, ça doit s'appliquer. On doit vraiment respecter certains droits qui concernent l'aspect travail. Et là, lorsqu'on a des employés, qu'on doit vraiment s'en assurer. Il y a aussi, lorsque c'est une société, on doit élire un commissaire aux comptes. On doit élire un commissaire au compte. Ça rentre toujours dans des obligations comptables et financières parce que le commissaire au compte doit se tenir de la conformité des dépenses et consorts, tout ce qui va avec. Voilà un peu. Okay. Si c'est clair, on peut passer à la seconde question. Ok, merci. La seconde question, c'est quels sont les risques juridiques les plus courants auxquels les entrepreneurs font face et comment peuvent-ils les éviter? Là, par exemple, si possible, tu peux nous prendre peut-être un problème que tu as rencontré ou bien quelqu'un est venu se prendre à ton cabinet pour que les gens puissent mieux comprendre quels sont vraiment c'est-à-dire les risques juridiques auxquels les entrepreneurs font face. D'accord, alors là pour répondre à cette question, je vais même me référer à ton cas. Okay. La question que tu as eu à me poser, tu m'avais dit j'ai un problème avec un tel, mais le problème c'est que je n'ai aucune base légale. Okay. Est-ce que tu vois un peu? Donc là c'est l'exemple sur lequel je vais m'appesantir parce que le plus grand risque vraiment juridique auquel s'exposent les jeunes en se lançant, c'est le non-respect de ces règles-là qu'on a citées plus haut. Mais on a parlé d'inscription au registre de commerce et du crédit immobilier.
cette inscription, lorsqu'on est inscrit, lorsqu'on a vraiment une base légale, là, on a une personnalité. Par exemple, si c'est une société, on a une personnalité morale. Maintenant, certes, lorsqu'on est entrepreneur individuel, ça engage toujours notre personne. Mais au moins, on est enregistré. On sait qu'on exerce cette activité-là. Est-ce que tu comprends un peu? Au moins, là, la personne, même si la personne dit oui, je te connais, mais on se connaît juste socialement. Qu'est-ce qui me prouve même que tu pratiques cette activité-là? Il n'y a rien. Mais aujourd'hui, si je te demande qu'est-ce qui me prouve que tu pratiques une telle activité, tu me sors ton RCCM. Sur ton RCCM, je vais tout voir. Tu comprends un peu? Donc, l'enregistrement ainsi que la base légale nous donne le droit d'agir en justice. Lorsqu'on a un contentieux, on part saisir la justice. Maintenant, là-bas, à la justice, on va dire, bon, vous, votre dossier, là, on ne va même pas recevoir ça parce que ça ne tient même pas à la route. Mais bien sûr qu'ils ont raison parce que, imaginez une personne qui n'existe pas. Mais c'est comme ça aussi, quand on parle en droit, quand on parle de personnalité juridique, c'est tout à fait sérieux. Imaginez quelqu'un qui n'existe pas. Comment une personne qui n'existe pas peut prétendre et saisir une juridiction? C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi que cela n'est pas du tout possible. Donc du coup, c'est un peu pareil aussi. Lorsqu'on n'a pas cette base-là, ces obligations-là, lorsqu'on ne se soumet pas à ces obligations-là, je vous assure, on va rencontrer un énorme problème lorsqu'on fera face à un contentieux. Maintenant, le deuxième risque juridique, bon, je dirais c'est juridique, mais je dirais aussi que c'est financier. Okay. C'est d'ailleurs le plus grand des problèmes. Parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui viennent pour se plaindre, pour dire les impôts. Les impôts, on nous a taxé tel montant, on nous a taxé tel montant. Mais tu es d'accord avec moi aujourd'hui, les impôts c'est tout à fait légal, ça on ne va même pas revenir sur ça. L'État est dans son plein droit de vraiment revendiquer ces impôts-là. Okay. Maintenant, on a commencé une activité commerciale. On n'a pas demandé à s'enregistrer ou bien un numéro d'identification fiscale. On n'a pas une identité fiscale. Maintenant, le jour où le service des impôts vont nous attraper, mais obligés, ils vont nous amener une somme exorbitante. Peut-être, moi, je suis là en train d'exercer une petite affaire, mais comme j'ai les moyens, je suis dans une grande maison et tout ça là. Mais eux, lorsqu'ils vont venir, ils vont regarder la maison, peut-être essayer de voir une, deux, trois des affaires que je suis en train de mener. Et là, c'est sur la base de ça, ils vont essayer de me donner une imposition. Est-ce que vous voyez un peu? Peut-être un simple commerçant qui ne dépasse pas les chiffres d'1 million peut se retrouver avec des impôts de plus de 2 millions, 3 millions. Et c'est tout à fait normal parce qu'il ne s'est pas inscrit, il ne s'est pas déclaré depuis le début. Il ne s'est pas déclaré. Ça aurait été qu'il s'était déclaré, là au moins on va savoir c'est quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait, parce que les NIF aussi, les NIF il y en a plusieurs. Il y a les NIF P, il y a les NIF S, il y a les NIF R, si je ne me trompe bien sûr. Il y a différentes catégories de NIF selon les entreprises. Les petites entreprises, il y a des NIF, là le taux d'imposition n'est pas énorme. Il y a aussi ce qu'ils appellent les TVA. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup d'aspects qui concernent la fiscalité qu'on va vous déduire. Par exemple, lorsque vous avez un simple NIF d'un simple commerçant, vous n'aurez pas le même taux d'imposition que quelqu'un qui a une grande entreprise. Lui, obligé, son NIF sera différent du nôtre. Donc là aussi, c'est de s'enregistrer. Lorsqu'on s'enregistre, on évite le risque que les services des impôts débarquent un beau jour sur nous pour nous dire vous devrez payer tel montant. Voilà, donc du coup, on n'a qu'à s'assurer d'abord. On a un NIF et s'assurer le NIF, on a quel NIF, quelles sont nos obligations. Le NIF là, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Si c'est chaque fin de mois, si c'est chaque fin d'année, on doit faire nos déclarations, on doit partir payer tel montant, on n'a qu'à le faire. Et là, on va vraiment éviter le plus grand risque qui mène la plupart des sociétés aujourd'hui, surtout au Niger, à la faillite, si on peut le dire comme ça. Ok, d'accord. Et vraiment, moi, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à faire ce contenu-là. Parce que moi, personnellement, depuis le début, comme je le disais, je vais pas mal traîner dans des problèmes avec des partenaires, avec des gens particuliers, des frères, autres. Et tout le temps, c'est des soucis entre nous. Et c'est par après que j'ai compris, au fait, si j'avais pris le soin de protéger mon affaire, je ne parle pas de moi, mais plutôt le plus important, c'est de protéger ses affaires parce que c'est ça qui fait notre énergie, c'est ça qui fait notre, disons, gloire plutôt là. Donc c'est la chose la plus importante vraiment. Et tout récemment encore, je rencontre des collègues, c'est-à-dire des entrepreneurs qui également sont dans ce même problème-là, que malheureusement, on n'arrive pas à mieux sécuriser nos affaires, notre entreprise ou bien
une activité que nous lançons. Donc c'est pour cela que j'ai bon de faire ce contenu-là avec lui pour qu'on puisse mieux vraiment éviter ce genre de choses. Parce que on est dans un pays où c'est vrai, il y a des gens qui ont vécu l'expérience, mais ils ne vont pas te dire non. C'est vrai, il y a des gens qui vont vous conseiller de faire telle chose. Mais pour quelqu'un qui est ignorant, pour quelqu'un qui ne cherche pas l'information, donc ça va être un sérieux problème pour lui. Donc je vais passer à la question suivante. C'est maintenant, depuis le début, nous parlons de la justice, nous parlons de la chambre de commerce, nous parlons de ces trucs-là. Donc tout ça là, moi j'inclus ça dans ce qui est dans le mot justice. Donc selon toi, quel rôle joue la justice ici dans la protection des entreprises contre les litiges commerciaux? Et le plus grand rôle, bon, ou bien je dirais, parce que la justice joue énormément de rôle dans la protection du commerçant. Mais avant même d'arriver à ce stade-là, je vais encore un peu rebondir sur la question précédente, parce que on parle à chaque fois on voit c'est comme si c'est le commerçant qui est lésé. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui les commerçants sont plus malsains même que peut-être les gens pour qui ils travaillent, ou bien les entrepreneurs sont plus malsains que les gens pour qui ils travaillent. Donc la plupart du temps aussi, ces entrepreneurs-là font en sorte d'escroquer les gens ou bien de se mettre en conflit, on se fait payer et là on n'arrive pas à vraiment honorer nos engagements. Et des fois aussi, c'est pas qu'on est vraiment malsain ou bien qu'on est malhonnête ou bien qu'on n'est pas de bonne foi, on est de bonne foi. Mais c'est quoi le souci? C'est que là, on n'arrive pas à vraiment honorer nos engagements. Maintenant là, pour essayer d'éviter ce conflit, pour que ce conflit-là reste sur mon activité commerciale, toujours là, il faut vraiment revenir sur l'enregistrement. Il y a ce qu'on appelle la séparation entre une personne morale et une personne physique. Lorsque vous avez par exemple une société, les dettes qui incombent à votre société ne vous incombent pas à vous, à votre propre personne. Maintenant par exemple moi, si vous me devez de l'argent, je peux dire d'accord, je m'attaque directement à vous. Et vous allez me dire non, attention, tu n'as pas traité directement avec moi, tu as traité avec ma société. Donc va voir avec ma société. La société est une personne indépendante de moi, ma personne. Vous avez 3 mois pour déguerpir de ma maison. Donc je vous donne 3 mois, vous rassemblez vos clics et clacs, vous cherchez une autre maison, vous me réglez mon argent, vous quittez. Là, c'est ce qui concerne le bail à usage d'habitation. Mais le bail à usage professionnel, le contrat qui lie un commerçant ou un entrepreneur qui mérite le nom bien sûr, parce que j'insiste toujours sur ce point-là, parce que les gens se disent entrepreneurs ou commerçants sans même avoir le statut juridique leur permettant de prétendre à ce poste-là. Donc du coup, un entrepreneur, lorsqu'il est lié par contrat avec son bailleur, c'est un bail à usage professionnel. Et le bail à usage professionnel est mieux protégé, plus encadré que le bail à usage d'habitation. D'abord, lorsqu'un bailleur veut vous enlever de la maison, même si vous ne payez pas, même si vous êtes en tort, il a l'obligation de vous donner un préavis de 6 mois. De 6 mois. Donc, ce qui veut dire qu'on a doublé pour le bail à usage d'habitation pour vous donner jusqu'à 6 mois et pour le bail à usage professionnel. Et là, vous voyez que c'est vraiment une protection de la justice en ce qui concerne comment ça s'appelle même les commerçants. Il y a aussi ce qu'on appelle les clauses de non-concurrence. Lorsque vous allez même quitter le local, et d'ailleurs même s'il souhaite vous faire déguerpir du local, il faut qu'il justifie d'un juste motif valable. Parce que s'il n'a pas de juste motif, il vous demande tout simplement de quitter. Là, ce n'est pas aussi faisable. Vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui un bailleur se lève un beau jour pour vous dire voilà, laissez ma maison, alors qu'on sait que le commerçant, lui, il marche avec ce qu'on appelle les clients. Aujourd'hui, je suis dans ce quartier-là, j'ai le monopole du quartier. Et un beau jour, le bailleur se vient, il me dit, je respecte mes obligations, moi, il vient, il me dit, voilà, laisse ma maison. Moi, j'ai vraiment besoin de ma maison. Faut partir chercher quelque part, sans aucune raison valable. Là, la loi vous dit, vous pouvez saisir une juridiction pour que cette juridiction-là puisse intervenir en votre avantage, pour que ce bailleur-là vous donne plus de temps, ou même l'obliger à vous laisser dans le local, à vous laisser continuer. Surtout si vous êtes un bon bailleur, vous respectez toutes vos obligations. On peut même l'obliger à vous laisser dans le local. Parce qu'il y a aussi cette clause de non-concurrence que j'ai eu à évoquer, qui dit que lorsqu'un bailleur vous fait sortir de son local, il a l'obligation en tout cas de ne pas exercer la même activité commerciale que vous dans ce local. Voilà, ça aussi ça rentre dans la protection. Maintenant,
le rôle de la justice en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit justice, moi je vois deux aspects. Il y a la justice, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le tribunal communal, commune 1, commune 2, commune 3 et consorts. Moi je vois tout ça. Les gens voient que ça, en fait, quand on parle de la justice. Mais moi, quand on parle de la justice, le premier point qui me vient en tête, c'est d'abord sur quoi je dois me fonder pour agir en justice. Les sources qui vont me mener à la justice. Ça aussi, ça fait partie d'une protection juridique, si on peut le dire. Et là, la procédure, elle est juste judiciaire. L'autre est juridique, l'autre est judiciaire parce que là, ça concerne juste la procédure qu'on va suivre. Et là, la justice joue plusieurs rôles. Toujours dans le cadre du code OHADA là, que j'ai eu à évoquer, il y a un acte uniforme là sur les voies d'exécution. Sur ces voies d'exécution, par exemple, lorsque vous avez un contentieux avec un particulier ou bien avec une entreprise et que cette personne-là, par exemple, si c'est l'entreprise, vous ne livrez pas l'entreprise, ils peuvent vraiment vous attaquer en justice pour faire une requête aux fins d'injonction de délivrer ou de restituer. Par exemple, s'ils vous ont payé, ils vont demander à la justice de donner une ordonnance, au juge de donner une ordonnance. C'est une demande en fait qu'on fait, c'est une requête qu'on fait auprès du président du tribunal de grande instance ou bien des présidents communaux. Et puis on va leur demander d'ordonner à cette personne de nous restituer notre argent ou bien de nous livrer le bien. Ou bien si on a livré le bien et que nous, on refuse de nous payer, on va faire une requête aux fins d'injonction de payer. Cette requête aux fins d'injonction de payer, on aura une ordonnance qui va obliger cette personne-là à ce que cette personne-là puisse vraiment me payer. Et c'est une procédure vraiment rapide c'est une procédure vraiment rapide qui est utilisée aujourd'hui parce que si vous devrez attaquer la personne en justice, vous devrez venir à une première audience, deuxième, troisième, c'est vraiment une possibilité que vous puissiez avoir plusieurs audiences avant même d'avoir le verdict. Lorsque vous avez le verdict, là, avant même d'avoir l'expédition et tout ça là, pour pouvoir agir, ça va vous prendre des mois. Mais avec ces requêtes-là que j'ai eu à vous évoquer, c'est une question de semaine. Par exemple, vous faites une requête aujourd'hui en 2, 3, 4 jours, une semaine maximum. Vous avez votre ordonnance. Si vous êtes à raison, le juge va vous donner une ordonnance. Il va signer l'ordonnance. Vous allez partir prendre votre ordonnance. Vous allez signifier au créancier ou bien à la personne qui doit vraiment vous... Bon, lui-même, il est créancier. Aussi, on peut l'appeler ainsi. Il est à votre... vous allez lui amener ça. Il va vous restituer votre bien ou bien ça dépend en fait de l'ordonnance qu'on a demandé. Et là, c'est une procédure rapide. Vous lui signifiez ça, il a un délai de 10 jours pour faire appel. Donc là, si vous jumelez le tout, ça va faire un truc de 17 jours. Si on ne fait pas appel dans les 10 jours, là, automatiquement, vous allez demander la formule exécutoire. Tout ça, là, c'est une procédure qui se fait auprès des huissiers. Vous allez demander la formule exécutoire. Lorsque vous allez avoir la formule exécutoire, vous pouvez saisir ces biens. En tout cas, vous pouvez user des moyens juridiques que vous avez à votre avantage pour vraiment l'obliger à remplir ses obligations. Tout cela, ce sont des aspects sur lesquels la justice intervient vraiment dans la protection des entrepreneurs ici au Niger et un peu partout dans le monde. Ok, d'accord. Merci. En tout cas, je me rappelle encore une fois, dès le début, tu as dit, lorsque, par exemple, c'est-à-dire un jeune commence et lance ses activités et qu'on parle de il faut qu'il fasse recours à la justice, il voit qu'il n'est pas à un niveau où la justice doit intervenir dans ses affaires. Or que là, tous ces points qu'il vient de citer, c'est pour vraiment, c'est-à-dire se réserver, sécuriser ses affaires, ou bien éviter de tomber dans les pièges. Et je crois qu'il a pas mal détaillé. Donc vraiment, je crois que, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, demain, si je dois encore reprendre mes activités, disons, je suis là à un point où c'est maintenant le début de l'entrepreneuriat. Donc je crois que le plus important de sécuriser ça en faisant recours à la justice, en faisant recours à des représentants de droit. Parce que même, c'est pas te lever, aller dans, c'est-à-dire comme tu l'as dit, à la justice de droit, qui est là, je veux lancer, comment on appelle ça là, mes activités, dites-moi ce que je dois savoir, donnez-moi le papier. Le simple fait de vraiment de s'approcher de quelqu'un qui est un représentant juridique, de lui poser des questions, ou bien c'est-à-dire lui demander des informations, c'est-à-dire si tu dois signer un papier, tu dois vraiment avoir tel papier, comme il vient de les citer, je crois que c'est plus important. Donc là, franchement, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions qui vont faire en sorte que vraiment demain, pour quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout vraiment, je vous dis au Niger, où il y a beaucoup d'activités qui se font, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre des particuliers, entre les entreprises, mais que malheureusement, on est dans un pays où
le système, il est ce qu'il est. Donc du coup, je crois qu'il est très important de vraiment sécuriser ces affaires. Et aujourd'hui, les entreprises que vous voyez qui ont vraiment excellé, ils ne sont pas à ce niveau-là par hasard. Donc du coup, ils savent que peu importe le problème qui va se passer, ils sont sécurisés, ils sont vraiment formels, si je peux me le permettre. Donc vraiment, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est-à-dire aux jeunes ou bien à un particulier qui va vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, en cas, c'est faire d'intervenir la justice, de protéger ses affaires. Et quand on dit intervenir la justice aussi, ça ne veut pas dire se mettre dans la tête que non, c'est beaucoup de papiers un peu. Non, franchement, il suffit juste de demander les informations pour éviter de tomber dans le piège. Maintenant, pour clôturer, c'est-à-dire cette séance, toi en tant que maintenant représentant juridique qui est là, si je viens moi un jeune, ok, je te dis ok, franchement je veux entreprendre, si tu as un conseil à me donner, si tu peux me donner 2 à 3 conseils comme ça, pour que je puisse vraiment éviter de tomber dans les pièges, les escroqueries c'est-à-dire des gens ou bien de certaines entreprises, quels seraient ces conseils-là? D'accord, alors sur ce point-là, il y a énormément de conseils qu'on va donner, mais le premier conseil que je vais donner, c'est d'abord le respect de ces bases légales-là. Les bases légales qu'on a eu à vous évoquer depuis le début. Essayez de faire le plus que possible, de vraiment remplir ces obligations-là, parce que ce sont des obligations qui pèsent sur nous. Et le deuxième point, qui peut aussi être vu comme étant le premier point, c'est vraiment approchez-vous d'un juriste. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que les juristes sont des gens qui se prennent la tête, sont des gens qui font ci, qui font ça. C'est ça même qui bloque la mentalité. Je vous assure. Parce qu'ils ne veulent pas s'approcher, de ces gens. Ils se disent qu'en fait, ils n'ont pas c'est-à-dire ce niveau, ou bien ils ne sont pas à un niveau où il faut qu'ils voient un représentant ou bien un avocat. C'est comme un exemple, tu as un sérieux problème, on te dit non, il faut prendre un avocat. Tu vas dire non, s'il te plaît, je ne suis pas à ce niveau-là. Donc c'est pas ça qui compte, c'est plutôt te protéger tes affaires. Voilà, je voulais même en venir sur ce point-là parce qu'il y a aussi la question des moyens. Parce qu'on est d'accord, en tout cas, tout métier a aussi ses avantages et ses inconvénients, ainsi que ses demandes aussi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque par exemple je commence avec mon entreprise, lorsque c'est une grande entreprise, je peux me permettre de partir voir un avocat pour dire à un avocat, pour demander des conseils à un avocat. Mais là, si je ne peux pas me permettre ce luxe de partir voir un avocat, mais je peux partir voir dans un cabinet d'experts juridiques. Exactement. Il y a les cabinets d'experts juridiques qui sont moins coûteux que ces avocats-là. Maintenant, il y a aussi une troisième étape, si je peux l'appeler ainsi, ou bien un troisième niveau, qui est les agents d'affaires aujourd'hui. Il y a des agences d'affaires pour les juristes qui sont là. Il y a aussi, à ce niveau-là, je vous assure, vous allez partir, on va vous donner des conseils, on va vous guider, on va suivre des procédures pour vous à moindre coût. Et ça, c'est aussi à notre avantage parce que moi aussi, peut-être demain, je peux me retrouver dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis juriste, on ne sait jamais. Parce que même les juristes, lorsque vous allez voir les avocats, ils ont des sociétés civiles et professionnelles, mais ces sociétés civiles et professionnelles, ce sont aussi des entreprises. C'est ce que les gens oublient, parce que tout ça, là, ça rentre dans le cadre d'entreprise. Le fait on a parlé de prestations de services, mais c'est à peu près la même chose que font les avocats aussi, ainsi que les huissiers et consorts et tout ce qui va avec. Donc, eux aussi, ce ne sont pas des commerçants, on ne peut pas les appeler des commerçants, donc on les classe dans la catégorie d'entrepreneurs. Donc, ils ont aussi des obligations vraiment à remplir. Donc, on doit aussi comprendre cela. C'est coûteux, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il y a différentes étapes. Aujourd'hui, si je ne peux même pas me permettre un agent d'affaires, par exemple, je peux partir voir, il y a des diplômés en droit partout ici au Niger, et aussi pour éviter de se faire arnaquer, je peux automatiquement partir voir un étudiant, je dis bon, c'est un étudiant, il a fini, ou bien bon, je ne dirais pas étudiant, mais c'est un juriste. Dans quel domaine du droit est-ce que tu as travaillé? J'ai travaillé en droit des affaires. Ah, donc ça tombe bien. Donc tu peux me conseiller si je peux vraiment faire ça. Et je peux te demander, fais voir ton diplôme. Tu me montres ton diplôme, c'est aussi la preuve que voilà, tu as vraiment travaillé. Ça, c'est aussi une base qui peut me garantir que tu sais ce que tu es en train de faire. Donc tout ça, là, c'est des aspects. Lorsque vous allez partir voir un simple juriste qui n'a même pas un cabinet, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il va vous conseiller, mais il va très bien vous conseiller et à moindre coût aussi. Donc tout cela aussi,
sortons de l'ignorance. C'est le plus grand conseil que je vais donner. C'est le conseil le plus important que je vais donner. Sortons de l'ignorance. Parce que, comme le disent les philosophes, le plus grand ignorant, c'est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, tout le monde est juriste aujourd'hui. Ici au Niger, tout le monde est juriste. Si tu vois une telle personne qui te dit « Ah, moi je connais mes droits, je sais ce que je fais », alors qu'il ne connaît rien. C'est vraiment un métier que nous-mêmes les juristes, on n'arrive pas à bien le maîtriser. Aujourd'hui, si je me retrouve confronté à un juriste, je vous assure, le débat sera énorme. On n'aura même plus besoin de plus de 48 heures pour pouvoir vraiment finir avec quelques points. Parce que le droit est extrêmement vaste. Si aujourd'hui moi je dis si, lui il va dire ça pour me contredire. On a toujours des mots à se dire, on a toujours beaucoup de choses à se dire. Donc c'est aussi un aspect à prendre en compte. Donc là, sortons de l'ignorance. Le droit est vaste. Ne nous disons pas que nous, on connaît le droit. Non, quand on est un profane, il faut savoir qu'on est un profane, s'approcher des gens vraiment qui sont dans la profession ou bien ne serait-ce qui ont des diplômes dans la profession en la matière. Ces gens-là vont nous aider à nous lancer dans notre entrepreneuriat et je vous assure, ça va aller. C'est coûteux, oui, je le sais, je ne dis pas le contraire, mais il y a toutes ces étapes-là. C'est aussi des conseils que j'ai eu à donner. Essayez de vraiment rapprocher le niveau que vous pouvez. Si c'est des simples juristes, si c'est ceux qui sont déjà dans des cabinets et consorts, vous pouvez approcher. C'est vraiment un plus pour nous. C'est vraiment un plus aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, ça me fait extrêmement mal de voir des Nigériens se faire maltraiter parce qu'on a cet amour-là. Aujourd'hui, les adultes sont en train de dire que nous sommes la pire des jeunesses qui soit. Parce que nous sommes là, nous sommes en train de fumer, nous sommes en train de boire et tout ça là. Je dis nous parce que c'est toujours bien de généraliser. Mais vraiment, on dit nous sommes là en train de fumer, nous sommes inconscients et tout ça là. Mais je vous assure, moi, aujourd'hui, s'il y a un truc que j'ai au plus profond de moi, que si j'ai la possibilité de prendre un micro pour parler, pour que tout le monde puisse m'entendre, c'est que je félicite cette jeunesse-là. Parce que je peux pas partir au marché. Quand vous allez partir au marché, vous ne pouvez pas faire 5 boutiques. Sur ces 5 boutiques-là, vous allez retrouver que des vieillards. Non, sur ces 5 boutiques-là, vous allez retrouver 3 jeunes ou minimum 2 jeunes dans ces boutiques-là. Donc là, la jeunesse, elle est belle et bien consciente. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. C'est juste que essayons de laisser à César ce qui est à César et de vraiment prendre ce qui est à nous. Parce que si on ne connaît pas, accordons-nous à être d'accord qu'on ne connaît pas. Cherchons à savoir et puis on n'a qu'à se lancer. Et vraiment comme ça, ça va aller. J'encourage vraiment les jeunes. C'est vraiment aujourd'hui un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer en tant que jeune, de pouvoir m'exprimer et que la cible, c'est aussi ces jeunes entrepreneurs-là. Je ne dis pas que les anciens ne sont pas concernés. Bien sûr qu'ils sont aussi concernés. Mais en tout cas, la cible première, c'est les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment avoir de l'expérience. Alors je vous félicite et je vous encourage vraiment à continuer comme ça, continuons à persévérer, continuons à prouver à ces vieux-là qui sont en train de dire que nous sommes une génération d'inconscients, continuons à leur prouver que nous sommes bel et bien conscients et vraiment c'est avec des preuves qu'on peut le faire, avec des preuves concrètes. On veut se lancer, on n'a qu'à se lancer, savoir dans quoi on se lance et puis tout va aller pour le meilleur des mondes, Inch'Allah. En tout cas, merci vraiment parce que moi-même étant ici assis avec lui, comme je le disais, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Avec ce qu'il a parlé, il parle, mais j'ai des idées parce que j'ai pas mal d'activités que j'ai lancées. Parce que c'est très important de connaître ses droits et c'est très important, comme il a dit, vraiment, il faut que nous arrêtions d'être des ignorants. Il faut qu'on cherche l'information, il faut qu'on pose des questions et c'est très important. Exactement. Donc vraiment, comme je vous disais dès le début, le but de cette vidéo, c'est vraiment, on a pas mal de gens qui nous suivent parce que le simple fait au début, je voulais faire une conférence pour un peu parler de ça, mais je me suis dit ok, mieux vaut faire parce que c'est-à-dire une plateforme où j'ai pas mal de gens qui me suivent. On va pas mal postuler ça sur les différents réseaux sociaux pour que les gens, même les gens qui ne connaissent pas personnellement, puissent voir la vidéo. Un jeune par exemple, il peut tomber sur la vidéo et ça peut, j'espère que vraiment ça va l'aider. Donc vraiment c'est le but de cette vidéo, c'est pas vraiment d'essayer c'est-à-dire d'indexer quelqu'un ou bien de faire une attaque envers la justice ou bien des gens qui nous escroquent, mais c'est que sur la chose la plus importante qui nous amène ici, c'est de savoir vraiment ce qui est important pour sécuriser, c'est-à-dire notre activité, notre entreprise. Donc j'espère que cela va vous aider.
et que ça va beaucoup, c'est-à-dire exceller, c'est-à-dire pas mal d'activités que vous allez lancer dans le futur. Donc de cela, je vous dis merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.